Et j'étais la seule africaine là. Je me suis levée, je dis, Monsieur Loisier, excusez-moi, mais quand on ne connaît pas quelque chose, on doit avoir l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. Cette opinion gratuite s'est infiltrée depuis longtemps sous l'action des figures emblématiques qui ont mené des travaux, même scientifiques, dont Cheikh Anta Diop. L'Afrique, c'est toute une culture. Elle n'est pas exotique, folklorique, et je ne peux pas vous permettre de véhiculer ces propos biaisés, racistes. Je m'insurge en faux. Contre toute attente, les gens ont commencé à m'applaudir. Wow. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Roukiatou Ampateba, l'une des filles du célèbre écrivain et ethnologue malien Amadou Ampateba. Vous avez sûrement entendu la célèbre phrase de son père: en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Amadou Ampateba a consacré sa vie à préserver les traditions orales africaines et à partager ses connaissances à travers des œuvres littéraires incontournables comme Amkoulel l'enfant Peul et Kaïdara. Roukiatou, quant à elle, perpétue l'héritage de son père à travers la fondation Amadou Ampateba en œuvrant pour la préservation et la diffusion de ses enseignements et de ses œuvres. Elle joue un rôle central dans la gestion des activités de la fondation, tout en veillant à transmettre les valeurs essentielles que son père défendait: la paix, la tolérance et la valorisation des traditions orales africaines. Aujourd'hui, elle nous parlera de son engagement, du travail de la Fondation et de l'héritage vivant d'Amadou Ampateba. Vous êtes toujours là où il faut et ça démarre maintenant. Bonjour Roukiatou. Bonjour Edith, ma fille. Comment tu vas? Très bien, merci. Toujours magnifique. Merci. Élégante. Franchement, c'est un plaisir de te regarder, mais aussi de t'écouter. On a eu déjà plusieurs conversations au sein de ta fondation, la fondation Amadou Ampateba, la fondation de ton père, de ton illustre père. Je t'appelle affectueusement maman, parce que tu as beaucoup d'années d'expérience et tu as également un énorme savoir. Et je pense que cet épisode va être, comme je le dis, un legacy aussi. Un legacy en vidéo, un héritage en vidéo supplémentaire pour toi, mais également pour l'œuvre de ton père. Alors, est-ce que tu peux nous parler déjà de la fondation Amadou Ampateba? Depuis combien d'années cette fondation existe et comment tu t'en occupes et quelles sont les activités? Je tiens à te remercier pour cette démarche qui consiste à vouloir mettre en lumière des devanciers qui ont marqué l'histoire, et pour ceux qui essaient de se battre pour perpétuer cet héritage-là. Merci de me convier à cet échange, ce dialogue qui est l'arme des forts. Oui. Et je m'étais dit que faut-il venir, faut-il ne pas venir? Heureusement que tu es venue. Les Peuls sont un peu pudiques, mais en même temps, je me dis que nous, on a reçu certaines choses et il faut forcément les restituer, et aussi dans un élan de solidarité féminine. Oui. Donc, je suis très heureuse d'être là avec toi. Et je prie Dieu, je forme le vœu, parce que c'est pas aisé de prendre la parole pour parler des maîtres de la parole qui nous assistent, afin que les mots que je vais dire soient empreints de sagesse et qu'elles soient audibles pour les personnes qui nous feront l'amitié de nous écouter. Alors, la Fondation Amadou Ampateba a été créée en janvier 2002. En République de Côte d'Ivoire. De son vivant, il avait souhaité faire une fondation en 1977 au Mali, mais qui n'a pas vu le jour. Et il disait que lorsqu'on est dans un pays, il faut se mettre à l'ombre du chef. Et donc, il y avait déjà la fondation Félix Houphouët-Boigny, bien que les objectifs n'étaient pas forcément similaires, même s'il y a des points de convergence. Il avait préféré faire un centre Amadou Ampateba pour la recherche-action sur les traditions orales. Et comme on le sait, les dernières années de sa vie, il les a passées à Marcory.
Donc, c'était modeste. C'était 2 secrétaires, lui-même dans ses manuscrits, avec Madame Hélène Ekman qui faisait en tapuscrit et une de mes sœurs. Donc, qui se contentait de faire des activités. Donc, après sa mort, parce que les œuvres publiées ne correspondent pas à tout ce qu'il a engrangé comme connaissance. Il a laissé aussi à la culture africaine, comme il le disait, un ensemble d'archives qui englobe tous les faisceaux de la connaissance humaine, des connaissances humaines d'une valeur scientifique inestimable. Ouais. Et donc, la famille s'est organisée parce qu'il disait à ma mère qu'il n'avait pas peur de mourir et qu'il avait peur qu'après lui, que toute cette somme de connaissances pour laquelle il s'est battu sa vie durant n'arrive pas au destinataire que nous sommes. Oui. Parce qu'il dit sa mission dans la vie a été d'aider les Africains à mieux se connaître et de permettre aux autres aussi de mieux connaître l'Africain. Oui. Voilà, parce qu'il a eu un destin singulier. Comme on l'appelait, un des fils aînés du XXe siècle, parce qu'il est né avec le siècle. Il est né en 1900. En 1900. En 1900. 1900 tout court. 1900. Et donc, comme il le dit, il a vu le premier administrateur colonial s'installer. Ah. Il a eu la chance de voir la période des administrations, la période... Il a été lui-même fonctionnaire, enfin, il était sujet français. Oui, c'est ça. Avant d'être fonctionnaire malien, il était au plus bas de l'échelon parce que à l'époque, on était à l'école des otages. À l'école des otages. Des otages. Pourquoi l'école des otages? Parce que, écoutez, il fallait réquisitionner des fils de chefs pour les envoyer à l'école occidentale. Parce que vous savez que toute mission de tout colonisateur, c'est aussi d'implanter ses propres valeurs, ses propres cultures, Exactement. sa propre Vision. éducation. Et donc, à cette époque-là, c'est les fils de chefs qui étaient réquisitionnés de force. Wow, Donc, on les a arrachés appelait à ça- leurs parents. On appelait ça l'école des otages. Mais il disait qu'il était content d'avoir été ce maudit qui a été à l'école. Il disait aussi que dans sa vie, il a été un guignard et un vénard. Parce qu'en fait, son père biologique meurt alors qu'il n'a que 3 ans. Ouais. Et donc, sa mère épouse en seconde noces un chef de province qu'il a adopté. Donc, c'est ce statut qui lui a permis, en tant que fils de chef, d'aller pouvoir à accéder à l'école l'école. des otages. Et sa mère, elle ne voulait pas du tout qu'il aille à cette école-là. Et pour ne pas que les enfants aillent à cette école-là, on pouvait conclure des marchés. Et donc, elle a négocié. Il y avait l'interprète, le directeur. Et après, quand il y avait des motifs, le colonisateur, l'administrateur acquiesçait. Et donc, elle a négocié 2 génisses pour qu'ils ne puissent pas aller à l'école. Mais pour justifier, il fallait des motifs. Et parmi ces motifs-là, soit d'être totalement, comment dire ça, pas crétin, mais en tout cas... D'être incapable d'apprendre. Quoi que ce soit. Ou alors d'être vraiment un phénomène vivant, turbulent, qui va... Difficile à maîtriser. Et sa mère trouvait que le premier était dégradant. Bien sûr. Donc, elle a décidé de dire que c'était un enfant terrible et que si on l'emmenait à cette école-là, il n'y aurait pas de quiétude et que les autres ne pourraient pas apprendre, que ce serait une catastrophe, qu'avec son groupe d'amis, ils vont saccager l'école et qu'ils ont déjà saccagé le jardin de l'administrateur et tout, et que ce serait une grosse erreur. Et c'est à ce moment-là qu'elle ira faire part de son projet à Tcherno Bouakar, qui va durer le maître spirituel dans Pathé, qui était l'ami de son frère à elle, de ma grand-mère, et qui va lui dire « Ne t'interpose pas entre
Amadou et son destin. Laisse-le aller à cette école des Blancs. La connaissance d'une chose vaut mieux que son ignorance. Donc, c'est ainsi qu'il aura cette opportunité d'aller à l'école occidentale. Mais dans ses mémoires, là, il raconte son premier jour d'école. À l'école des otages. À l'école des otages. Et quand il est arrivé avec... on devait poser des questions, on le disait en langue bambara et puis on traduisait. Chacun devait dire un peu le métier de son père. Lui, son père était boucher. Et donc, il a dit que son père est boucher. Donc, le maître a dit Amadou est un boucher. Et donc, il dit que c'est le premier mot français qu'il a appris. C'est ça. Amadou est un boucher. Et que toute la journée... Il a répété. Il a répété. Et à la fin de la journée, on apprenait des formules et puis on demandait aux anciens de le réciter. Et les autres avaient déjà commencé l'école depuis. Et lui, à la fin de la journée, il a dit que... on a demandé qui est capable de répéter. Il a dit lui. Son instituteur a dit, mais pas question, tu viens d'arriver et tout. Il a dit si. Il a levé le doigt. Il était capable de répéter ce qu'il avait entendu. C'est ça. Et donc, il l'a pris comme un phénomène. Il l'a envoyé chez l'administrateur. Et comme il était orphelin de père, il a même pu bénéficier d'une bourse. Ah, déjà, waouh. D'une bourse pour pouvoir aller... Parce que c'était un phénomène. Avant d'aller à l'école occidentale, ils ont fréquenté l'école coranique. OK. Et donc, avec la technique d'apprentissage par cœur, oui. Ça développe la mémoire. Et donc, ils avaient déjà une mémoire. C'est un prérequis déjà, exactement. En fait. Donc, ils se sont montrés un phénomène vivant. Les administrateurs même venaient parce qu'en l'espace ils assimilaient tout de manière... Et donc, voilà ce Amadou qui va avoir, le jeune Amadou, l'instruction occidentale, mais la cour de son père adoptif en tant que chef était un vivier où des grands conteurs, des chantres venaient. Et là, lui, il écoutait, il était émerveillé par toute cette richesse culturelle. Comme il le dit au départ, c'était tellement beau, il avait l'écriture, il savait désormais écrire, donc il a commencé à prendre des notes. Et après, il a réalisé qu'avant lui, toutes ces connaissances qui tiraient leur source de l'oralité étaient transcrites et transmises par les autres, par les Occidentaux, les africanistes. Et donc, après, il a dit que c'était un réflexe, il a pris des notes. Après, c'est par devoir de sauver sa civilisation qu'il a agi. Donc, il a consacré toute sa vie à recueillir. Et ce dont il parle, il est un des derniers grands témoins parce qu'il a vraiment vécu ça. Comme il aimait le rappeler, il dit qu'il n'a pas été seulement à l'école des Descartes, Rousseau, mais il a été à l'école de ses pères et mères et surtout à l'école des initiations où il y avait, et qui avait pour finalité de donner à la personne physique une conscience morale développée pour qu'elle puisse s'insérer de manière harmonieuse dans la communauté et la servir. Il a démarré l'école à quel âge? Il a démarré l'école environ à 12 ans. OK. À 12 ans. Est-ce que tu penses que, avant de continuer, tu penses que le fait qu'il n'ait pas connu son père biologique, ça a eu aussi peut-être un impact, en tout cas toi, du regard de sa fille que tu es, est-ce que tu penses que ça a eu aussi un impact sur l'homme qu'il est devenu, le grand Amadou Hampâté-Bâ? Est-ce qu'il t'en parlait, le fait de ne pas avoir connu son père biologique? Mais je ne pense pas que ça a eu un impact en tant que tel, parce que dans l'éducation africaine traditionnelle, à cet âge-là, la mère occupe une grande place. On disait qu'on est à l'école de sa mère. Et puis aussi la famille africaine, comme on le sait, c'est les tiens sont les miens sont les tiens. C'est la grande famille, la grande cour. Exactement. Tout le monde éduque l'enfant. Exactement. Tout le monde participait à cette éducation-là.
Parce qu'il se considérait, je ne pense pas que ça ait eu un impact, quoique des fois il était nostalgique parce qu'il ne se souvenait pas de son père et son éducatrice qui était là, qui accompagnait sa mère dans l'éducation, la maman, la grand-mère, Bato Maanta, qui lui demandait, mais parle-moi de mon père, comment il était. Et qui lui disait, il avait un regard insoutenable, mystérieux, il était beau, mais sans plus. Parce que très tôt, et puis ça a constitué ensuite sa philosophie même de vie, il disait que il a découvert que la vie est une blague sérieuse. La vie est une blague sérieuse. Il dit donc personne ne sortira vivant. Et donc c'est pour ça qu'il a décidé d'accepter stoïquement tout ce qui lui arrive. Il dit de toutes les façons, une peur qui ne peut pas éviter à l'inévitable d'arriver, autant s'en remettre. Ouais. Il dit donc dans sa vie, il a été un guignard et un vénard. Ouais. Il dit Dieu lui a tellement donné que des fois, il arrive d'avoir honte de demander à Dieu. Il dit parce que son père est mort, ça c'est sa guigne, mais avec ce statut d'orphelin, il aura l'opportunité d'aller à l'école occidentale et de se confronter à d'autres sources et d'avoir l'amour et l'affection de son père adoptif. Et donc, il comprenait ça comme d'autres enjeux très tôt. Et puis, ça l'a poursuivi toute sa vie parce que c'était vraiment quelqu'un qui n'avait pas de problème. Il nous disait que si on cherche un homme heureux, de venir le trouver parce qu'il était heureux. Ouais. Il dit qu'il n'est jamais resté 5 minutes dans son lit sans dormir. Ouais. Il dit parce que avant de se coucher, il enlève son boubou de problème, il l'accroche et puis le lendemain, il le porte. Il dit parce que quand il n'y a pas de défi, il n'y a pas d'obstacle. La vie est fade. Il dit que ce serait aussi monotone qu'un conducteur sur une autoroute qui part. Ouais. Donc, on passe des obstacles pour aller trouver devant des obstacles encore plus difficiles. Il dit tant que l'homme restera ce jaloux vis-à-vis de l'autre, ce sera comme ça. Mais il faut se frayer des chemins à travers ces obstacles-là et que les autres ne nous fassent pas agir, ne nous entraînent pas dans ceux qui voudraient qu'on fasse dans leur folie. Parce qu'il dit que lorsqu'il hyène vous hurle après et que vous hurlez après la hyène, il dit la plus ridicule d'entre vous risque d'être vous, homme hurlant après la hyène. Il dit donc il faut souvent prendre le dessus sur certaines situations. Et ça m'emmène à raconter un peu l'anecdote de la bonne Suntura qu'il a relatée dans Vie et enseignement de Thierno Bouakar. Et cette dame était réputée pour être méchante. Elle voulait partager avec personne ses effets. Elle était de mauvaise humeur, acariate. Et un jour, elle allait trouver le maître Thierno Bouakar, le sage de Bandiagara, qui a inculqué des valeurs empâtées, en lui disant « Maître, je suis méchante. Je veux changer, mais c'est plus fort que moi. Ouais. Je n'arrive pas. » Elle était venue avec son enfant qui était dans le dos. Son dos qui était assis là près, qui a commencé à la taper, lui donner des tapes et tout ça. Et puis, elle continue de parler. Quand elle a fini, après, le maître lui dit « Pourtant, tu n'es pas méchante. » Elle me dit « Mais si, je suis méchante. » Elle dit « Mais pourquoi cet enfant qui vient de te taper, t'as pas rendu le coup ?» Oui. Elle a dit « Mais maître, c'est un enfant. » Il dit à partir de maintenant, considère toutes les actions que les gens vont te faire, vois-les à l'image de ces enfants-là et mets-toi au-dessus pour pouvoir continuer. Et c'est ça en réalité. Et c'est ça la vraie force. Ouais. Il dit la vraie force, ce n'est pas la brutalité dans les gestes ou dans les paroles. Il dit la vraie force, c'est dans le calme, dans la maîtrise de soi-même et d'être à l'écoute de soi-même, de ses défauts. Il dit le jour où chacun
fera la guerre à ses propres défauts, voudrait que l'autre respecte chez lui ce qu'il voudrait qu'il respecte chez soi. Il dit ce jour-là, les conflits seront apaisés. Oui. Ah, c'est fort. Hein. C'est énorme parce que je me dis qu'au-delà de tout ce que tu as vécu aussi, toi, en tant que fille d'Amadou Hampâté-Bâ, tu as eu la chance de côtoyer un grand homme, un grand sage. Et tu as la chance également de pouvoir, au sein de ta fondation, avoir accès à tout ce qu'il a laissé comme ouvrage, comme notes. Tu m'avais montré les différentes notes qu'il écrivait tous les jours. Il écrivait tous les jours dans ses journaux, presque tous les jours. Il écrivait tout ce qu'il entendait, tout ce qu'il voyait, tout ce qui lui venait à l'esprit et tout ça. Et il avait d'autres passions comme la numérologie et tout ça. Et merci de partager avec la communauté ce savoir qu'il a laissé. Et ça m'amène à te demander, à quel âge et comment est-ce que tu as commencé toi-même, en tant que sa fille, à t'intéresser aux œuvres de ton père? À quel moment tu as eu... Je vais dire, oui, on grandit, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, on va à l'école et tout. On sait que son père, c'est un grand écrivain, un grand philosophe. Mais à quel moment tu te dis, je vais commencer aussi à m'intéresser aux œuvres de mon père? Ma chère fille, vraiment, j'apprécie cet échange parce que c'est de ça dont il s'agit, parce que tu es en plein dans l'esprit. Et j'ai conscience de cette chance que j'ai. C'est pour ça que même quand je traverse des difficultés ou j'ai le vague à l'âme, je me dis, mais non, Dieu t'a beaucoup donné. Ouais. Déjà, le fait de venir biologiquement d'un homme de cette dimension-là et d'avoir eu la chance de le côtoyer et d'avoir encore cette triple chance de pouvoir, après sa mort, poursuivre un tant soit peu ce qu'il nous lègue. Et donc, je me dis que, de mon côté, je ne peux pas aussi être ingrate vis-à-vis de Dieu pour cette double chance qu'il me donne. C'est le lieu de remercier ma famille qui ont vu en moi, malgré que je sois la Benjamine, parce qu'Hampâté-Bâ lui-même, dans une vidéo, il disait qu'on lui posait la question, qu'est-ce qu'il a comme message à la jeunesse? Il dit, ceux qui le contacteront pendant qu'il est encore en vie, généreusement, il leur donnera ceux qui possèdent ces savoirs. Il dit, mais après sa mort, il laisse un ensemble d'archives bien fournies et que son fils aîné serait en charge de le mettre à la disposition de toute personne intéressée. Mais le destin a voulu que ce soit sa fille cadette que je suis qui puisse porter cette mission-là. Je voudrais, à travers votre question, déjà évoquer le souvenir du père. Donc, aussi loin que ma mémoire remonte, parce que je suis née au Mali, à Bamako, et je suis arrivée en Côte d'Ivoire alors que j'avais 18 mois. Et j'ai commencé à l'éveil, le jardin d'enfants à l'éveil, parce que je voyais souvent des enfants qui passaient devant la maison. Et c'était mon frère aîné qui était comme mon père, Amadou. Je lui ai dit, mais moi, je voudrais aller aussi à l'école. Et j'ai demandé à aller à l'école et il m'a envoyé au jardin d'enfants. Et pour la première fois, il m'a donné une pièce de 50 francs. Parce qu'à l'époque, on nous donnait 5 francs. Ça valait beaucoup, hein, 50 francs. Énorme. Dans les années 70, les début 70. Années 70 c'était en 73, par là. Et donc, la directrice, Madame Chabran, je me rappelle bien, qui a ouvert une bonbonnière, un bonbon comme ça, qui me donne, est-ce que tu vas être sage? Je dis oui. Et je suis allée, et j'étais la première de la classe. Et j'ai même plus fait le CP1. Après, on m'a emmenée directement au CP2, au Fauvette. Et ensuite, les chemins de ma vie vont m'emmener à
à Yamoussoukro, à la mission catholique des Sœurs, OK. en internat avec ma sœur Yamousso, sous Yamousso, Yamoussoba. OK, d'accord. Yamoussoba. Parce que vous savez, il y a une relation d'amitié très forte qui a uni Amadou Hampâté-Bâ et le président Félix Houphouët-Boigny. Ils étaient amis au sens négro-africain du concept. Parce que Hampâté-Bâ nous disait que parmi tous les différents pactes, il y a le pacte du mariage, lien de sang, mais le plus fort de tous, c'est le lien d'amitié. Le lien d'amitié. Et l'amitié se dit en langue bambara teria. Teria, c'est beau. Et teria vient de Teri, qui est le génie dispensateur de la bonne fortune, de la bonne chance. Et donc, dans le teria, deux amis cessent d'être deux personnes différentes, mais une seule âme logée dans deux corps différents. Ah, c'est puissant, ça. Une seule âme logée dans deux corps différents. Mais ça me fait penser aussi à la relation entre un homme et une femme qui s'unissent aussi, bon, en tout cas qui ont un amour pur et fort, où une seule âme est aussi logée dans deux corps différents. Exactement, parce qu'on peut être unis, mais si on est amis en plus, c'est de ça, ça devient quelque chose de fusionnel. Oui. Il dit parce que la joie de l'un fait le bonheur de l'autre au lieu d'aiguiser sa jalousie. Et c'est ça. Il dit donc quand il y a l'amitié entre deux personnes, c'est quelque chose de très fort. Il ne peut pas avoir l'herbe de la dérision. Oui. Et s'il y a l'amitié entre deux pays, ensemble, ils élèvent leur truc. Et entre deux continents, ainsi de suite. Il dit là où l'amitié a fleuri, il ne saurait avoir de calamité, de désastre comme ceux auxquels on assiste actuellement aujourd'hui. Cette amitié était très forte entre lui et le président Félix Houphouët-Boigny. Exactement. Il dit seule l'amitié, sœur jumelle de l'amour, peuvent triompher. Il dit parce que, il dit même les armes matérielles ne peuvent détruire que la matière et non le principe du mal. Exactement. Qui naît plus vigoureux de ses cendres. Oui. Il dit parce que lorsqu'on tue quelqu'un, il dit le mal sort du corps du cadavre, de ses narines dilatées, pour aller habiter l'âme de celui qui vient de tuer. Exactement. En se démultipliant. Et ça continue, ça s'amplifie. Il dit ce n'est que lorsque l'amour tue un mal que ce mal est définitivement tué. Et c'est pour ça qu'il disait qu'il faut qu'on cultive l'amour. Et qu'on cultive l'amour aussi au niveau de nous-mêmes Africains. Qu'on ne soit... Parce que partout où on ira, on dira, ce sont des Africains. C'est ça. Et donc, il dit que l'Afrique est riche. Parce qu'elle produit ce que l'Europe ne produit pas et dont elle ne peut pas se passer. Mais parce qu'on n'est pas unis, les plus forts deviennent les plus faibles. Il dit on est comme ceux qui sont assis sur une caisse d'or et qui tendent la main pour demander 5 francs. Et là encore, il interpellait la jeunesse, les décideurs. Il dit soyez conscients que les décisions que vous allez prendre, si la finalité de vos actions, c'est le bonheur du peuple, vous devez savoir que même si on a des idéologies, aussi belles soient-elles, si c'est n'est pas confronté à une réalité de terrain, et que si le mal qu'on veut soigner, on va créer d'autres maux qui sont plus graves que ceux qu'on veut créer, on aura
pas anobli notre race. Et ça. Et donc, c'est pour ça qu'il disait que l'homme est responsable vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de sa communauté, vis-à-vis de Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il ne faut pas être dans des extrémismes, animés par la haine. Pourquoi lui, il a ça? Nous, la valeur fondamentale qu'il nous inculquait, il dit ne soyez jamais envieux. Oui. Une fois, je me rappelle une anecdote, on devait aller au bal, c'était le bal de lycée, et on avait des uniformes. On est venu, on a dit, papa, on doit aller au bal, il y a des uniformes et tout ça. Il a dit, OK, on va chercher. Et il y a une des sœurs qui a dit, oui, nos amis même ont eu leur... Il dit, ah bon? C'est parce que... Tes amis? Vos amis ont que vous voulez avoir? Il dit, mais vous n'allez pas aller à ce bal-là. C'est tout. Et on n'a pas été à ce, à ce bal-là. Mm-hmm. Il dit parce que, à l'instar du chien, parce qu'il dit la culture africaine parle par symbole. Oui. Et souvent, c'est des animaux. Et chaque animal, par exemple, a sa symbolique. Mm-hmm. Il dit le chien, il se contente, par exemple, des restes qu'on lui donne. C'est ça. Contrairement au chat qui va fouiner. Oui. Donc, il dit il faut se contenter de ce qu'on a, parce que tu ne sais pas comment l'autre va aller finir. Il dit donc c'est cette envie-là qui pousse des gens à aller commettre certains actes socialement et moralement répréhensibles. Mm-hmm. Parce que tu veux te mesurer à ta camarade, elle a une voiture, elle a les derniers trucs, donc il dit non, il ne faut pas tomber dans les mécanismes des parvenus de la société de consommation. C'est ça. Parce que quelle valeur, nous, on veut léguer à notre postérité? Quel modèle nous voulons être? C'est ça. Il dit les biens matériels ne sont pas une fin en soi. Ouais. Il était détaché matériellement de tout ça. Il disait que le matériel et le spirituel sont deux voies, des deux rails d'un chemin de fer. Il faut quand même qu'on ait du matériel parce que c'est le nerf de la guerre. Oui. Mais l'argent comme la connaissance ne valent que par l'usage qu'on en fait. Exactement. Tu peux prendre ton propre argent pour aller te tuer. Bien sûr. Tu peux prendre ton argent pour aller te droguer. Oui. Et tu peux prendre ton argent pour aider ta communauté, pour aider les faibles, pour aider les démunis, aider à la prise de conscience. Là, tu peux avoir... Parce que, en fait, c'est toutes ces valeurs-là, toutes qui étaient véhiculées à travers nos cultures. Parce que les cultures, c'est quoi? Parce que souvent, on dit que oui, quand on a tout perdu, c'est la culture qui reste. Moi, je dis non. Le point de départ d'une personne, c'est la culture, qui est l'ensemble des sciences, des arts et tout ce qui est production de l'esprit de l'homme. Exactement. Et nous, en Afrique, on avait notre culture, on est riche de notre culture. Déjà, il y avait l'art, l'initiation, on faisait dans l'art, comment parler, le parler correct, la grammaire, les trucs. Et il y avait des cursus qu'il fallait faire. La mécanique, on avait. Et on avait aussi la science, parce que c'est aussi la science. Et cette science-là, contrairement aux Occidentaux qui est déductible, la science africaine, elle est expérimentale. Ça part sur du vécu. C'est pour ça qu'il aimait dire souvent qu'une tradition qui a duré plus de 1000 ans, il ne faudrait pas la violer, même si on a... Parce que c'est lié sur l'observation des faits. On a remarqué que si tel truc fait... Par exemple, il nous explique que lorsque on prend le poisson silure, par exemple, quand tu manges du silure et tu bois du lait de vache, et tu vas te coucher en pleine lune, le torse bombé, tu attrapes la lèpre. OK. Et là, ça a été observé? Ça a été observé. OK. Ça a été observé et c'est à travers des millénaires. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de rester dans un truc béat, de vouloir... Non, il faut vivre avec son temps. Et lui, il était profondément moderniste.
Il dit, et il faut opérer des choix. Oui. Parce qu'il ne faut pas prendre toutes les valeurs comme ça, grosso modo, les calquer, parce qu'il y a les réalités. Les valeurs occidentales, les calquer sur le modèle africain. Il faut en prendre. Oui. Il dit, par exemple, lui, s'il n'avait que sa culture Peul, est-ce qu'il allait avoir accès aux autres cultures? Est-ce qu'il allait permettre aux autres de mieux connaître sa culture s'il ne parlait pas en français? Oui. Là, en ce moment, on toi communique et moi, en nous français. sommes en train de parler en français. Et si ce n'était pas la langue française, là, je parle Peul, je parle Djoula. Comment se sauve? Mais donc, il dit quand même, dans la vie, il faut savoir faire la part des choses. Oui. Tu vois? Il dit parce que la bêtise, la cruauté n'est pas l'apanage d'un peuple. Donc, il faut éviter des généralisations abusives. Oui. Mais malheureusement, les gens vont sur des stéréotypes, des faits divers, des trucs. Tu regardes les réseaux, on stigmatise les gens. On va dire, par exemple, on a dit ça pour le football, donc tous les Maliens là sont comme si... Mais alors que non. Je veux dire que faut pas prendre des raccourcis, mais essayer de faire preuve de discernement. Surtout le discernement. Comprendre des choses dans leur contexte situation, dans leur contexte. Donc tout ça, parce que on va en ça revenir nous envoie à un l'œuvre. peu dans les avenues. C'est vrai qu'on on a fait, comment on dit, une large parenthèse, mais on va revenir C'est ça. aux œuvres. Voilà, vous savez ce que Mpateba il disait que dans les conversations à l'africaine, il dit quand on pose une question, après ça nous envoie des fois dans des avenues et des fois à des carrefours. Avant de revenir, il dit bon, si c'est chez les Occidentaux, on dira qu'on saute du coq à l'âne. C'est ça. Il dit mais en Afrique, le coq et l'âne habitent le même enclos. Exactement, ils sont dans la même basse-cour en fait. Donc pour en revenir quand tu as découvert, quand est-ce que tu as commencé véritablement à t'intéresser aux œuvres de ton père et surtout quelles sont les œuvres qui t'ont le plus marqué? D'accord. Donc déjà, j'ai parlé un peu du père aimant qu'il était. Il nous disait qu'il n'était pas un père au cœur de granit. On pouvait avoir toutes sortes de conversations avec lui. Et vous avez mentionné les journaux intimes qu'il y avait. J'ai vu même dans un journal la date des premières règles d'une de mes sœurs. Wow. Et quand il y avait des règles... Il écrivait tout ça? Il écrivait tout. Aussi, hein? Et quand il nous a accompagnés en internat... comme on a fait escale, la crevaison de pneus, il écrivait tout. Donc, pour dire que c'était un père vraiment aimant et qui aimait ses enfants à la même enseigne que les autres, parce qu'on avait beaucoup d'étudiants, des gens qui venaient, qui étaient dans cette cour-là. Et donc, le premier contact un peu avec la dimension historique de ce père biologique qu'on voyait dans l'univers, c'était déjà à l'école, notamment au lycée. Et lorsqu'on demandait à chacun de mettre une petite fiche que les professeurs demandaient, nom, les prénoms du père et tout, à chaque fois, ça suscitait un intérêt chez les profs. Mon père, c'est Amadou Mpateba. Oh là là. Le prof dit, en Afrique, un vieillard qui meurt. Bon, nous, on ne connaissait pas vraiment. Donc, et on est resté un peu là-dedans. Souvent, il était sollicité pour des conférences à l'université, dans d'autres espaces. Il arrivait qu'il nous prenne avec lui, donc on l'entendait parler, même si je ne comprenais pas tout ce qu'il tellement disait. la portée de ça. ce qu'il disait. Et puis j'ai un excellent souvenir, paix à son âme, de Michel Kodjo, qu'il aimait beaucoup. Okay. Donc on un auteur ivoirien. Oui, à Bassam. Parce que nous, on vivait un peu à la traditionnelle. On mangeait dans des gros bols à la main et tout. Et quand on arrivait chez Michel Kodjo, et on mangeait à table. Et moi, j'étais toute petite. On me mettait sur un coussin et je m'asseyais là-dessus. C'était des bons moments qu'on a passés avec lui. Et... Donc, j'ai commencé à lire une ou deux œuvres, mais je n'avais pas encore compris tout ce qu'il avait... tout ce qu'il représentait. Mené comme combat. Et la maison était une grande cour où des Occidentaux venaient de par le monde, de toutes les contrées, venir le voir pour... s'abreuver à sa connaissance. En 85, il est tombé malade. Okay. Il est tombé malade.
donc hémiplégie du côté droit, donc il ne pouvait plus écrire. Ok. Et donc, C'était c'est un AVC? arrivé... il avait, en cardiologie, il était allé, et puis je crois qu'il avait du mal à s'endormir, et un infirmier lui a donné un cachet, enfin, pas une infirmière, l'interne, et puis, en tout cas, ça ne s'est pas bien passé pour lui, il a convulsé, et puis, donc ça... et donc, ça va durer pendant 5 ans. Wow. Et moi, ça a coïncidé avec... parce qu'après une année en faculté, j'ai eu le bac au lycée Sainte-Marie de Cocody. Sainte-Marie! Mais tous les autres cursus, je l'ai fait au lycée de Mami Adjoa de Yamoussoukro. Ensuite, j'ai fait une année en fac de droit pour partir au Canada. OK. Et c'est au Canada que je vais vraiment découvrir Ampateba. OK, wow. Grâce à un ami, Mohamed Mbodj, qui est décédé aussi, qui était le président du Forum civil au Sénégal. Et donc, lui, il s'est approché de moi. J'étais encore une jeune fille, un peu, voilà, chichokomi, comme on dit. Mais en même temps, j'avais cette double culture, mais voilà. Et il m'a dit, je viens d'apprendre que vous êtes la fille d'Ampateba. Je lui ai dit oui. Il m'a dit, est-ce que vous connaissez seulement l'œuvre de votre père? Est-ce que vous savez le combat qu'il a mené pour l'Afrique? Et lui, il va léguer quelque chose à la postérité. Et vous, qu'entendez-vous faire? Il dit, vous avez... En plein visage comme ça, il te le dit. Il dit, vous avez un nom. Il dit, mais vous devez avoir votre prénom et vous faire votre chemin à travers ça. Ouais. Et donc, il m'a pris par la main, il m'a envoyé à la bibliothèque de l'université. Ça m'a fait prendre conscience. Parce qu'il l'a fait de manière subtile, sans me condamner, même me montrer sans te juger. Voilà, que je pouvais le faire et que je devais le faire. Il m'a dit, vous êtes certes très jolie. Il dit, mais à 50 ans, 60 ans, qu'est-ce que vous allez devenir? Il dit, je ne veux vraiment pas que vous tombiez dans les mécanismes des parvenus de la société de consommation, la dernière montre, le dernier gadget. Il dit, les défis personnels et les défis du continent ne coïncident pas. Il dit, c'est ceux qui portent l'Afrique qui vont rentrer dans l'histoire et laisser leur nom. Il dit, parce que chez nous, les Sénégalais, on dit il y a deux voies. Il dit, ceux qui veulent apporter un message, faire de leur vie quelque chose, ou ceux qui sont venus pour accompagner les autres. Il dit, à toi de choisir. Choisis ta voie. Et donc, voilà. Il m'a envoyé à la bibliothèque, m'a appris à faire des recherches. J'ai commencé à lire tous les auteurs africains. Et les Cheikh Anta Diop, les Soleils des Indépendances, tous les Bernard Dadier, bien sûr, que j'adore. Et Senghor, Césaire, Amadou Kourouma, tous les grands classiques africains, bien sûr, cher Hamidou Kane, qui m'a soutenue dans l'effort de création de la fondation et qui était président du comité scientifique. Et j'ai commencé à découvrir cette littérature africaine. Et je suis tombée aussi sur Amadou Ampateba, notamment le chapitre qu'il a écrit dans le volume 4 de l'Histoire générale de l'Afrique, qui a été édité par l'UNESCO sous la direction du grand... J'ai beaucoup d'émotions. Amadou Makhtar Mbow. On fait une pause? Ouais. OK. Dès que tu es prête, tu reprends le nom. Top. Et donc, la première œuvre, enfin, la communication dans le volume 4 de l'Histoire générale de l'Afrique, intitulée La tradition vivante, je découvre Amadou Ampateba qui me livre des pans de l'histoire de l'Afrique. M'entraîne sur les lieux où l'initiation s'est produite avec une exactitude, une promotion, une précision, et qui me transporte et qui m'apporte, qui me nourrit. C'était quelque chose d'extraordinaire. Tu as pleuré? Oui. Quand tu as redécouvert l'œuvre de ton père? Oui. Et c'est le lieu vraiment de marquer une minute de silence pour la mémoire de Amadou Makhtar Mbow, qui vient de nous quitter. Ce grand monument qui a contribué
à la restitution d'une image véridique de l'Afrique dans ce qu'elle est, dans son authenticité plurielle, qui ont vraiment qui ont porté le continent. Et, vraiment, je salue respectueusement sa mémoire et adresse mes condoléances à sa famille. On salue sa mémoire également. Paix à son âme. Et donc, tu es à la fac. On va te laisser posément, tranquillement. On a tout notre temps, t'inquiète pas. Et tu es ma maman, que j'adore. Merci. Et je sais que tu ressens énormément d'émotions parce que tu vis tous ces moments, tu revis aussi tous ces moments avec ces personnes qui t'ont permis de grandir, mais surtout d'en apprendre beaucoup plus sur toi, et sur ce continent que tu aimes et que tu adores. C'est exactement ça. Et qui t'accompagne aussi avec l'immense héritage de ton père. C'est ça. C'est exactement ça. Et ce que tu es en train de faire pour la communauté et aussi pour mes très chers abonnés, que je sais très fidèles, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Pour moi, c'est tellement important. Peut-être que tu ne te rends pas compte, mais je pense que dans les années à venir, cet épisode qu'on est en train de vivre, cette discussion à bâton rompu qu'on est en train de faire, toi et moi, sur l'héritage de ton père, d'Amadou Hampâté-Bâ, notre grand-père à tous, va avoir un impact, et tu ne peux même pas imaginer, sur les millions d'Africains et même de personnes ailleurs vivant dans le monde, parce que c'est énormément de paroles de sagesse que tu es en train de partager depuis le début de cet épisode. Et je voudrais te dire encore merci avant de continuer la conversation, parce que d'habitude, on dit que j'interromps beaucoup les invités, je parle beaucoup, mais pour moi, je pense que c'est important que tu puisses délivrer au maximum tout ce qu'on ne sait pas sur Amadou Hampâté-Bâ, sur ses écrits, sur ce qu'on n'a jamais su et sur ce qu'on devrait nous-mêmes en tant qu'Africains porter de cet héritage. Et je vais continuer dans cette conversation après donc ce moment d'émotion où tu redécouvres l'œuvre de ton père grâce à ton ami, paix à son âme, qui nous a quittés. Et tu es à la fac. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, quand je reviendrai plus tard sur le continent, je vais porter l'œuvre de mon père en créant une fondation? Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as eu ce déclic? Avant même de revenir, quand j'ai découvert et que je pouvais en rendre compte dans des termes académiques, au niveau même du Canada là-bas, avec les étudiants, on m'appelait le leader de la culture africaine. Oui. Donc, tu étais engagée déjà. Tu étais une activiste. Donc, tous les travaux de recherche qu'on me donnait, je m'intéressais aux réalités africaines. Donc, j'ai fait des travaux de recherche sur médias d'État et droit à l'information, sur l'initiation comme phénomène socio-culturel de dissémination des fondements culturels en Afrique. J'ai fait l'art comme moyen de communication dans la société africaine traditionnelle. Et mon mémoire, je l'ai fait sur les perspectives d'intégrer des valeurs issues de la tradition dans les organisations modernes en Afrique. C'est-à-dire les enjeux des télésatellites. C'était des télésatellites à l'époque, sur les peuples et gouvernements en Afrique. En fait, j'étais vraiment... Et tout ça, j'avais une masse de documentation que Hampâté-Bâ avait et que tous les autres chercheurs avaient. Donc, de mon côté, et je m'insurgeais aussi contre les stéréotypes, les propos biaisés, parce que déjà, la première fois que j'ai pris la parole dans une fac, et là, fort heureusement, je m'étais déjà abreuvée un peu et je pouvais parler. Bien sûr. Et donc, c'était légitime. C'est le lieu d'encourager la jeunesse africaine, d'aller à la découverte de leurs auteurs. Il y a déjà, tout n'est pas à réinventer. On doit vivre avec le temps moderne, mais il y a déjà un socle culturel important qui est là
Et il faut vraiment aller puiser dans les tréfonds. Et toutes les réponses, les trésors sont à l'intérieur de cela. Parce que là, on était dans ce cours, c'était sur les masses médias. Et le professeur, je me souviens bien de son nom, Monsieur Loisier, qui a dit, oui, on parlait des agences de presse. Il a dit, mais dans le cas de l'Afrique, les correspondants préfèrent rester à Londres autour d'un verre de scotch que de venir en Afrique où il n'y a pas de vie culturelle en tant que telle et il est plus facile de joindre Lomé de Paris que Lomé d'Abidjan. Et puis, en plus, comme cet anthropophage Bokassa, dans le réfrigérateur duquel on a retrouvé des crânes humains et tout, etc., etc. Et donc, je voyais dans cette salle-là les élèves, c'est hérissé, oui. Voilà. Et donc, moi, j'étais dans ce cours-là, on était au moins peut-être 400 à 500. Et j'étais la seule africaine là. Et je dis, mais attends, si je ne parle pas aujourd'hui, si tu te lèves pas, ça ne sert plus à rien de parler à un autre moment. Et donc, je me suis levée, je dis, Monsieur Loisier, excusez-moi, mais quand on ne connaît pas quelque chose, on doit avoir l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. Ouais. Je dis, l'Afrique, c'est toute une culture. Je dis, cette opinion gratuite s'est infiltrée depuis longtemps sous l'action de personnalités, des figures emblématiques qui ont mené des travaux, même scientifiques, dont Cheikh Anta Diop, Hampâté Bâ. Je dis, l'Afrique, c'est toute une culture. Oui. Je dis, comme vous voulez parler de stéréotypes, je dis, quand M. Giscard d'Estaing était reçu par M. Bokassa à dîner, se souciait-il d'avoir un crâne humain au souper? Le scandale dans la salle. J'ai été applaudie, je dis, il faut utiliser les mêmes images et tout. J'ai dit, l'Afrique, c'est toute une culture. Oui. Elle n'est pas exotique, folklorique, et je ne peux pas vous permettre de véhiculer ces propos biaisés, racistes, qui vont être pris par ces jeunes... Oui. Cette jeune assemblée qui n'ont d'autre accès que ce que vous leur dites. Oui. Je m'insurge en faux. Et contre toute attente, les gens ont commencé à m'applaudir. Wow. Et depuis lors, je me suis engagée au niveau de la fac, semaine culturelle africaine, et je faisais des plats, des repas. Et à la fin de mon séminaire, j'ai encore le papier que je pourrais te le faire parvenir, où... mon groupe de séminaires m'ont vraiment écrit des mots, merci de nous avoir permis de découvrir une autre image de cette Afrique. On pensait que les gens étaient dans les arbres, dans les trucs. Et tout, ils étaient encore... oui, parce qu'en plus, je me dis, hein, les années quoi, 80 ? C'était 89. Oui. 89. Donc, on était vraiment même dans les balbutiements. Internet, même, on va dire, presque n'existait pas encore comme on le connaît aujourd'hui. Les réseaux sociaux. Donc, tu imagines, c'était la seule information qu'il pouvait avoir de quelqu'un sur l'Afrique. Et c'était une information biaisée de la part d'un professeur occidental. Laisse-moi te raconter une anecdote. Parce que quand je suis arrivée à l'université d'Ottawa... je me suis inscrite à un cours de nouveaux médias, sauf que dans tout mon cursus, je n'avais pas eu accès à un ordinateur. Et donc, j'arrive dans ce cours et on me parle de souris. Tu pensais que c'était des vraies souris? Je dis, mais de quoi on me parle là? De MacPaint, etc. Tu étais perdue? J'étais complètement perdue. Et donc, j'ai commencé à développer... Je ne voulais pas dire aux autres que je n'avais jamais vu d'ordinateur et tout. Et donc, j'ai développé un stress technologique. Oui. Mais jusque-là, il faut que j'arrive à combler. Je ne l'ai pas totalement comblé. Donc, c'est pour ça que... je suis là pour t'aider. Je suis exactement... Je dis, voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de s'apporter. Je suis là pour t'aider. On va revenir encore. Et franchement, j'y tiens. Parce que parmi en tout cas, nous... des plus jeunes, parmi les œuvres de ton père qui nous ont
bercé pendant notre adolescence, au lycée. Bon, moi, particulièrement, le lycée Sainte-Marie. Il y a eu Kaïdara et l'étrange destin de Wangan. Mais Kaïdara, particulièrement avec le parcours donc, de ce jeune et tout. Franchement, ça m'a beaucoup secouée. Et je pense que, en tout cas, toutes mes amies de lycée à l'époque également, c'est une œuvre qui a beaucoup, beaucoup marqué des lycéens des années 95, 2000. Je ne sais pas si c'est toujours dans le programme scolaire, mais j'ai adoré. J'ai adoré ce livre. J'ai adoré ces 2 livres. Et toi, particulièrement, est-ce que parmi les œuvres de ton père, quelles sont celles que tu considères les plus influentes selon toi et pourquoi? Ben écoute, pour rebondir sur ce que tu dis, comme c'est un échange, je reviendrai un peu sur Kaïdara. Mm-hmm. Et comme on a dit, il a dit que il dit la connaissance africaine est dans les contes. Ce sont nos livres. C'est magnifique. Et donc, il a dit qu'instruire en amusant était un des moyens de dispenser les savoirs. Pour les contes, il dit par exemple, attaquer quelqu'un de front, c'est lui chercher de la bagarre. Donc, lorsqu'il y avait des dérives dans la société et autres, on créait le conte. Oui. Et dans les contes, on mettait en place des animaux, des symboles. Et Kaïdara est un conte didactique et qui peut s'entendre à plusieurs niveaux. C'est pour ça qu'au début du conte, on dit conte, conter, à raconter. Es-tu véridique? Pour les fileuses de coton, mon conte est un passe-temps délectable. Ouais. Je commence par les enfants d'abord. Pour les bambins qui s'ébattent au clair de lune, mon conte est une histoire fantastique. Dit pour les mentons velus et les talons rugueux, mon conte est une histoire qui instruit. Il dit, je suis donc à la fois futile, utile et instructif. Et donc, Kaïdara, l'histoire de Kaïdara, c'est quoi? Donc, c'est 3 néophytes, donc 3 élèves qui vont aller à la quête de l'or. L'or qui symbolise la connaissance. C'est un matériau. Ouais, c'est bon. L'or, c'est un métal précieux qui symbolise la connaissance parce qu'il est inoxydable. Ouais. Et l'or gît au 11e degré de la terre parce que nous sommes que sur l'écorce de la terre, Drumakolo Fara. Et donc, cet or-là, les néophytes, donc ce sont des élèves, des apprenants, vont aller à la recherche de l'or, donc à la quête de la connaissance. Et sur leur trajectoire, ils vont avoir différentes épreuves, différentes étapes. Et ces 3 néophytes sont symbolisés par l'écorce, qui est le paraître. Ensuite, la seconde dimension, qui est caractérisée par le bois. Et le 3e est symbolisé par le cœur. Et c'est les 3 rassemblés qui forment l'arbre de la connaissance, qui est la véritable richesse. Et donc, ils vont avoir la même dotation en or, mais seul un sortira victorieux de cette épreuve-là. Bon, le voyage qu'ils vont entreprendre est un voyage dans le monde souterrain. C'est le monde des significations cachées. D'où l'importance du maître. Il dit parce que l'Afrique parle par parabole. Il dit un message que tu n'as pas compris ne t'est pas destiné. Ouais. Ah, c'est fort ça. Un message que tu n'as pas compris ne t'est pas destiné. Puissant. Et donc, ils vont faire ces épreuves-là, ils vont tomber sur le premier symbole qui va être le caméléon. Et donc, dans le caméléon, comme tu as su,
qui hésite entre l'avance et le recul, quand le premier voit qu'il crie comme ça, et le caméléon va lui dire, si observer est une qualité, savoir se taire préserve de la calamité. Oui. Parce que là encore, on ne fait pas souvent attention à la parole. Qui est puissante. La parole est divinement exacte et il convient d'être exact avec elle. En disant en pâté, la langue qui fausse la parole vicie le son de celui qui parle. Il dit, rien qu'avec la parole, on peut créer une guerre qui va ravager tout un continent. Mais avec cette parole-là aussi, on peut guérir, on peut soigner. Donc, elle a un côté qui l'apparente au feu. Et cette parole-là aussi, dit que c'est comme un couteau à double tranchant. Tout comme la vérité, il faut savoir l'envelopper. Oui. Il faut savoir, elle peut soigner comme tuer. Bon, ça, c'est la parenthèse. Et là, le caméléon, c'est toute une école initiatique. On a vu que quand le caméléon il prend une direction, il ne détourne jamais la tête. On dit d'avoir un objectif précis dans la vie. Il ne détourne pas la tête, il tourne les yeux. Il dit, informe-toi, tu n'es pas le seul existant de la Terre. Et quand le caméléon, il voit une proie, il ne se précipite pas là-dessus. Il envoie doucement sa langue. Si ça peut, là, il déploie en totalité. Il renvoie, il dit, parce que ce n'est pas parce qu'une proie est petite que ça ne peut pas vous faire mourir. Bien donc, sûr. on est dans les situations, ne minimisez personne. Il dit, et donc, quand il arrive dans un endroit, il prend la couleur de l'endroit. C'est le savoir-vivre. Même quand tu es un étranger, tu viens, il faut respecter les règles d'un pays. Voilà. Et donc, il dit quand il se déplace aussi, il accroche sa queue. Elle est préhensible. Donc, il faut assurer ses arrières. Donc, après, ils vont trouver d'autres. Ils vont trouver 11 symboles comme ça. Ils vont trouver une outarde qui a un seul bras et un seul pied, une jambiste. Et donc, ils pensent que c'est facile. Ils se ruent là-dessus. Et puis, ça leur échappe. Il revient, ça leur échappe jusqu'à 3 fois. Il dit parce qu'on n'apprend jamais de ses premières erreurs. Oui. Et ça symbolise aussi l'appât du gain facile. Oui. Il dit c'est comme la vie aussi. On pense qu'on peut l'avoir, mais non, mais ça vous fuit. Donc, c'est tout. Et là, par exemple, dans Kaïdara, celui qui était là, Amadi, qui a troqué tout son or contre un vieil homme en haillant pour qu'il puisse lui donner des conseils. La sagesse. La connaissance. Et donc, c'est lui qui va sortir victorieux. Parmi les conseils, le vieil homme lui a dit que le soupçon ne te fasse jamais agir. Et lui, quand il a fini son parcours initiatique de 21 ans, il a voulu aller surprendre sa femme de nuit. Et c'était sur un plateau dans le bas-fond là-bas. Il y avait la pénombre. Il voit sa femme couchée à côté d'un bras vigoureux. Et donc, la première réaction, c'était de prendre une lance et d'aller transpercer. Mais les conseils du vieil homme lui étaient revenus. Le soupçon. Il a dit que le soupçon ne te fasse pas agir. Il a attendu le matin. Et quand il est parti, c'est son fils qui avait grandi. Et donc, là, Amadi qui va venir et qui va devenir un grand chef, vénéré, respecté et tout ce que tu veux. Et là, il y a le vieil homme mendiant, parce que à chaque fois qu'il devait avoir une sagesse, il devait donner un chargement d'or. Et quand son or était fini, il voulait encore comprendre les symboles. Oui. Et le vieil homme a dit, tu n'as rien à donner, tu ne peux plus rien recevoir. C'est ça. Et là, quand il est devenu le chef, grand chef et tout, il y a un mendiant qui arrive là, et qui fait le tapage à la porte, je veux rentrer et tout ça. On lui dit, mais non, ici c'est le chef, tu peux pas. Et ça faisait tellement de bruit. Oui. Et lui, il est sorti et puis il voulait voir quel était ce vieil homme qui voulait accéder parler au palais. Et tout ça. Et puis quand il le voit, il lui dit, faites-le entrer. Et il entre. Et quand le vieil homme est rentré, il se trouve que c'est Kaïdara qui s'était déguisé. Et les clés qu'il n'avait pas pu avoir, il le lui a donné et il a pu gérer son pouvoir avec la sagesse. Et c'est ce qui est dit dans Kaïdara. Quand la sagesse se met au service du pouvoir, ça ne peut que nous envoyer vers l'élévation.
Et si ce n'est pas le cas, ça nous emmène dans l'abîme, le feu et le sang. Tu penses que les chefs d'État africains devraient se replonger dans une œuvre comme Kaïdara? Absolument. Parce que ce qui est fantastique, on est tous... parce qu'Hampâté-Bâ a cessé d'appartenir à sa famille, à l'Afrique, il appartient au monde, c'est un patrimoine universel. Et d'aucuns se réclament de lui, prennent ses citations pour illustrer. Mais il faudrait aller dans la totalité et comprendre, quoi. Parce que lui, dans sa démarche, Hampâté-Bâ, il était contre tout extrémisme. Oui. Contre tout extrémisme, il a prôné le dialogue, La paix. le juste milieu. Il a dit que beaucoup de nos jeunes intellectuels se sont penchés sur l'Afrique. On l'a considéré comme étant malade. On a diagnostiqué le mal qu'il a. Donc, armé de grands diplômes. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci. Mais entre l'idéal, les théories et la réalité du terrain, il faut toujours avoir à l'esprit la finalité qu'on veut. Si c'est pour le bien-être des peuples, si c'est pour combler le fossé entre une élite et la grande masse, on doit savoir qu'on est responsable des choix que nous allons pouvoir prendre. Et on ne peut pas seulement rendre la colonisation ou d'autres facteurs, chercher ailleurs nos propres problèmes. Il y a des situations qui se sont passées, qui sont très fâcheuses, à commencer par l'esclavage. L'esclavage qui a dépourvu l'Afrique de ce qu'elle avait comme force vive. Et Hampâté-Bâ nous disait quel économiste, avec quelle théorie, peut évaluer le préjudice que l'Afrique a connu avec ce commerce-là. Ouais. Combien de femmes éplorées. Et cette jeunesse qui correspondait à l'espoir et tout. Qu'aurait été l'Afrique si ça n'avait pas existé? Oui. Ensuite, la colonisation est arrivée. L'indépendance. Il y a des réalités qui sont là, qui sont indéniables, qui sont regrettables. Mais s'enfermer dans cela pour être plus haineux que ceux qui ont haineux et qui ont été haineux, comme on disait l'histoire de Lienne, on ne résout pas les problèmes. Ça, de toutes les façons, c'est des choses qui sont révolues. On a un devoir de mémoire. Et on ne va jamais l'oublier. Une force de dénonciation aussi. Absolument. Mais, passer cela, regarder ce qu'on veut pour le bien-être du continent. Mais si on veut soigner un mal et qu'on crée un mal encore plus profond que ce qu'on veut soigner, mais où on va? Quelle est l'issue? Et c'est ce que chaque être pensant doit pouvoir mener pour se dire, il ne faut pas regarder ses égos personnels. Il ne faut pas se dire ceci, moi non. Ce n'est pas cela. C'est le défi d'un continent. C'est les réalités. Ce que certains n'arrivent pas à faire, que d'autres se mettent au-dessus, qu'on ne les entraîne pas dans les mêmes situations. Et ceux qui vont pouvoir comprendre les autres, mais se mettre au-dessus d'eux, c'est eux qui seront les vrais héros. Exactement. Le héros ne se décrète pas. Ne décrète pas sa tigritude. Les actes posés qu'on voit, mais parce que tout ça, l'Afrique, elle est malade. Oui. Et c'est ce qu'Hampâté-Bâ disait, il dit, Afrique, lève ton sein droit et commande à tes fils blancs et noirs de s'entendre, de s'unir. Oui. Après toutes les guerres qu'on peut mener, on arrive à quoi? Dialogue, accord.
On revient encore à ça, au dialogue. Oui. Il dit un pays riche dont les fils sont divisés à un pays qui mourra de ses propres mains. On est condamné à vivre ensemble. Exactement. Mais donc, si on ne peut pas s'entendre ou si on se met qu'à se battre, donc on n'est pas différent des animaux. Ouais. Alors que l'homme, Dieu a doté l'homme avec l'intelligence, la raison qui le distingue des autres bêtes. Oui. Mais si on tombe dans ça, moi j'écoute des fois des réseaux, mais je suis malade. Oui. Je dis, mais comment on peut être dans une déperdiction similaire de valeurs? La mère qui était objet sacré N'est plus respecté. devient objet d'injure. Tu prends le truc, mais comme si les gens venaient pas de mère Oui. et qui se salissent. Mais ça fait honte. C'est un tableau noirci de ce que nous sommes. Il faut arrêter cela. Oui. Est-ce que tu penses que la Excuse-moi, j'ai eu le propagation... coup de cœur. Excuse-moi. Non, je te comprends absolument parce que, et je pense, j'imagine, si Amadou Hampâté-Bâ était encore vivant à l'ère des réseaux sociaux, en tout cas ceux qu'on connaît aujourd'hui et ce qu'on y voit, je sais forcément qu'il n'y serait pas, mais forcément il aurait peut-être eu le temps de regarder et d'entendre ce qui se dit. Il serait certainement choqué. Ah, il y serait. Il y serait. Vous savez, il est très, très moderniste. Oui. Et il dit qu'à chaque période, ses instruments, qu'autrefois, l'oralité suffisait pour transmettre les connaissances et qu'on est passé de l'oralité à l'écrit, il s'y est mis. Et maintenant, c'est de l'écrit au numérique. Je suis sûre qu'il serait là en train de taper son ordinateur. Il est curieux, il est touche à tout. Mais là encore, comme vous le dites, il dit qu'il faut considérer tous ces instruments-là comme des supports. Oui, des supports de communication. Comme des supports, mais ce qui importe, c'est les messages qu'on y diffuse. Oui. Que nous véhiculons. Oui. Et si on doit mettre des messages, si ce n'est pas pour être des artisans de paix, de rassemblement, mais être des supports de vulgarité, de promotion, de mercantilisme, d'irrespect. Mais non, mais où on va? Oui. Où on va? Alors que là, on a des instruments entre nos mains qui peuvent nous permettre, parce que l'Afrique même parle par image. On n'a même pas besoin d'adaptation. Oui. Ça dit nos contes, nos légendes. On est riche de tout ça. Mais oui, regarde même dans l'histoire des femmes, la reine Pokou, avec les indépendances. Les femmes de Grand Bassam. Mais oui, il y a tout ça. Mais les chorisséries, il y a tellement de choses, tellement de richesses, tellement de revisites. Et c'est pour ça que je suis heureuse. Comme tu as dit, moi, déjà d'une autre génération qui ne maîtrise pas les nouvelles technologies, on a le contenu. Oui. Et si nous nous donnons la main, à côté de personnes qui ont choisi une voie, nous pourrions être une voie parallèle. Pour divulguer cette connaissance. On ne désespère pas qu'on puisse envoyer, parce que souvent on reproche aux gens, ils font ci, ils font ça. Mais qu'est-ce que nous leur offrons? C'est ça. Donc on a qu'est-ce qu'on donne? Responsabilité d'envoyer ces contenus, ces supports à la jeunesse qui essaie à son niveau de faire. Mais c'est même émouvant. Nous, on a eu la chance, comme j'ai dit, grâce à un ami, d'accéder à cette pensée, de construire, d'avoir une vision différente des choses. Peut-être que si je n'avais pas eu cette chance d'avoir cette fréquentation, je serais peut-être une autre personne. Oui. Parce qu'aujourd'hui, où je suis, je sais que quand on me donne de l'argent, c'est bien. Mais je ne cours pas après l'argent. Oui. Je suis capable de dire non tant que je ne suis pas respectée. Parce qu'Hampâté dit qu'on dit que l'argent n'a pas de couleur. Il dit la manière de donner est la couleur de l'argent. Donc, on vaudra toujours mieux qu'une Mercedes. On vaudra toujours mieux. Chacun aspire à un bien-être. Il dit, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Il dit, si l'argent faisait le bonheur, des milliardaires ne se suicideraient pas. Oui. Ou des gens qui ont tellement d'argent, mais qui sont privés de sommeil et qui payent le médecin, qui donne... Mais malgré ça, ils ne dorment pas. Mais quand tu as la paix du cœur, la paix de l'âme, et tu sais que tu
tu es. Parce qu'on peut exister sans être. Oui. Mais si tu as tes valeurs, tu sais que tu fais quelque chose pour ta communauté, tu te respectes. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire des mots, de se faire. Non, le respect qu'on veut que les autres nous donnent vient du respect qu'on a de nous-mêmes. Qu'on se donne, oui. Sinon, on est là en train de faire des trucs et nous-mêmes, on est là en truc. Et donc, de quoi on parle? On n'est pas crédible. Donc, il faut commencer à être, parce que des personnes comme comme le grand Félix Houphouët-Boigny, à qui on doit notre présence en Côte d'Ivoire, parce que c'est l'histoire de l'amitié, et moi, personnellement, dans la famille, parce que papa n'a jamais voulu nous présenter au président Houphouët. OK. Tu l'as jamais rencontré? Il a dit que l'homme Dia Houphouët qu'il a connu depuis 1946, c'est lui son ami. Oui. Il dit, mais le président, il redoute. Parce que les chefs, il dit, un chef a un principe. Ne dites jamais que vous êtes l'ami du chef. Oui. Il dit, parce qu'il n'y a pas d'ennemi avec qui il ne peut se réconcilier, ni d'ami avec qui il ne peut se séparer si la raison de l'État l'exige. Il dit, c'est comme ça que Samori Touré n'a pas hésité à tuer son propre fils parce qu'il a dit que ça ne valait plus la peine de mener la résistance. Oui. Et donc, après, il dit que le père a eu mal, mais le chef a frappé. Donc, c'est-à-dire que c'est des considérations. Le chef et l'homme sont détachés. C'est différent. Oui. Parce que comme dans l'aspect de la civilisation africaine, les personnes de la personne sont multiples dans la personne. Hein? Les personnes de la personne sont multiples dans la personne. Ça, c'est fort. Ça, c'est un sujet de philosophie. Il dit, lui, par exemple, en pâté, il y a en pâté l'occidental, en pâté le peul, en pâté l'intellectuel, en pâté le... Donc, il y a plusieurs facettes de la personne, mais qui sont mues quand même par certaines valeurs. Et là, mais le président Félix Houphouët-Boigny, on a de nombreuses correspondances, dont certaines qui datent de 1952. Tu m'en avais montré certaines à la Fondation. Exact. Oui. Et donc, mais qui a respecté Ampateba. Et quand il est tombé malade, pendant les 5 ans, chaque vendredi, il était dans la modeste cour de Marcory, assis sur une chaise, regardant son ami des heures durant. Félix Houphouët-Boigny venait chaque vendredi. Chaque vendredi à Marcory. Et tous les habitants de Marcory venaient faire une aide. Et ils donnaient les bonbons Sugus et de l'argent à tous. Donc, à chaque vendredi, les gens s'alignaient. Jusque vers le petit marché de Marcory. Wow. Et là, c'est à cette période-là que j'étais un peu audacieuse comme fille, parce que c'est les aînés qui étaient devant. Et moi, j'ai décidé que je devais faire la connaissance du président Houphouët, même si mon père ne me l'a pas présenté. Si. Et donc, je lui ai dit comme ça, papa, je souhaiterais te voir. Il a dit, oui, tu es la bienvenue. J'ai dit, oui, mais je préfère un rendez-vous. Il a dit lundi à 15h. Je suis allée là, lundi avec à mes frères et 15h. sœurs. Et donc, là, j'ai dit que je souhaiterais aller faire des études au Canada. J'étais en fac de droit. Ah, OK. Et donc, il a dit, mais tu as toujours vécu en famille. Je ne souhaiterais pas que tu te retrouves isolée. Donc, tu habiteras à la résidence de Côte d'Ivoire au Canada. Wow. Et j'étais à l'ambassade de Côte d'Ivoire. J'ai été prise en charge. J'ai été prise en charge par le président Houphouët. Wow. Et ma dernière année, le papa était décédé. Il dit aujourd'hui plus que jamais, tu es ma fille. Je veux que tu manges à ma table. Wow. Et j'ai mangé à la table du Houphouët. Et même le dernier repas qu'il a pris ici en Côte d'Ivoire avant de partir, c'était la veille du prix Félix Houphouët-Boigny. On était là pour lui dire au revoir. Et on était en 93 En 93. Oui, je suis revenue de 92. J'ai commencé à manger à table pendant pratiquement une année. Et il est parti pour le prix Félix Houphouët-Boigny. Et puis, mon papa n'est plus revenu en forme. Et donc, quand j'ai appris son décès, je suis quand même allée anonymement sur le parvis. Mais à l'approche de son corps, je n'ai pas pu tenir. Et tu sais, toute ma langue était sortie. Oui. C'est-à-dire, j'ai poussé un cri, j'ai perdu connaissance. Oui. Ils sont venus
ramassé. Et après, On était sous le parvis. oui. Après, c'est Léon qui a dit, c'est sa fille. Mais je ne savais pas qu'on n'allait pas se revoir comme ça, tu sais. Ouais. Il venait à chaque fois rendre visite à son ami. Et quand on lui a annoncé le décès du papa, il a jeté son téléphone. Ouais. Il est venu à toutes les différentes étapes. À la maison, Yves Ocep, à la mosquée, où il est resté dans sa voiture à attendre, au cimetière. Et quand son ami en terre, il voulait se jeter, on l'a retenu. Et quand tout est terminé, mon frère aîné a dit, papa, c'est fini. Il a dit, c'est fini en pâté. Il dit, c'est fini au fouet. Donc, c'est de dire que il y a eu des symboles, des relations très, très fortes et que nous, aujourd'hui, on devrait essayer de comprendre et de voir toute la portée. Ouais. Il est né malien, il est mort malien. Et il a été ambassadeur, le premier ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire. Du Mali en Côte d'Ivoire. Et comme je disais, moi, je suis née dans le cycle un peu descendant de mon père. Et comme il est même appelé, je suis la fille de ses vieux jours. Il venait de finir son ambassade en tant qu'ambassadeur, ministre plénipotentiaire de la République du Mali en Côte d'Ivoire. Et déjà en 64, quand ma sœur Yamousso est née, le président Houphouët a dit « Je veux qu'elle porte le nom de ma grand-mère ». Et papa a dit, bon, on y va pour les deux grammaires. Et donc, elle s'est appelée Aïssata Yamousso pour symboliser l'union, l'amitié très forte qui unissait les deux hommes. Et en 78, il a dit à Mpaté, je sais que tu ne veux pas changer de nationalité. Il dit, mais ces enfants sont les miens. Et ils n'ont pas connu le Mali, ils ont toujours vécu ici. Mais un jour, on viendra dire qu'ils ne sont pas ivoiriens. Donc, et au Mali aussi, ils seront rejetés. C'est ça. Il dit donc, que tu le veuilles ou non, moi, je naturalise mes enfants. Ils sont les miens. Et il nous a naturalisés comme ivoiriennes en 78. On a été naturalisés ivoiriennes. Donc, comment tu t'es sentie? Tu avais déjà conscience? Tu devais avoir quel âge à cette époque? Adolescente? À cette époque-là, oui, j'étais déjà en lycée. J'étais au lycée. 78. Ouais, je commençais mon lycée. Attends, non, j'étais encore au CM2. Au CM2. Au CM2, CM1, CM2, oui. On a commencé le lycée en 80. Donc, tu étais adolescente. J'étais adolescente. Et donc, mais je suis fière d'avoir la double culture. Je suis malienne d'origine. Je suis née à Roukiatou, Amadou, Ampateba, Amé, Djodi, Bouakar, Amsala. On vient des Amsala jusqu'à 6 générations. Je suis fière d'être une Ivoirienne aussi. Je dois à la Côte d'Ivoire ma vie, mon instruction, mes amis, ma culture, elle est ivoirienne aussi. Et donc, quand on va au Mali, on nous dit que vous êtes des Ivoiriennes, vous n'êtes pas maliennes. Bon, moi, il est arrivé même qu'un président malien me dit Ivoirienne, malienne, on ne sait même pas, là. Donc, je dis, je n'ai pas choisi ma vie. Bon, voilà. Et donc, mais Mpaté se mettait au-delà de tout ça. De tout ça. Il était surtout pour l'intégration de toute l'Afrique, mais avant tout du Mali et de la Côte d'Ivoire, qui considérait le Mali comme le pays du sel et la Côte d'Ivoire comme le pays de la cola. Il dit, lorsqu'on mange de la cola et que ça vous fait tousser, il faut prendre un peu de sel pour que ça parte. Donc, c'est des relations séculaires d'amitié qui ont uni le Mali et la Côte d'Ivoire. Et le président Houphouët disait que s'il a fait le combat du RDA, qu'il a été porté, c'est à Bamako que ça l'a été. Il dit, là où les Maliens pouvaient choisir Fili Dabo Sissoko, ils ont décidé de le choisir lui. Il dit, c'est pour ça que si lui,
en Côte d'Ivoire, même s'il a une seule banane, il la coupera en deux pour donner une partie aux Maliens. Oui. Et donc, il y avait des relations très difficiles entre le président Félix Houphouët-Boigny et le président Modibo Keïta. Oui. Parce que l'un qui avait opté pour des opinions divergences de vue, mais Amadou Hampâté-Bâ, en tant que médiateur, conciliataire et réconciliataire, s'est battu pour non seulement instaurer des relations diplomatiques entre le Mali et la Côte d'Ivoire, mais de les consolider en mettant les chefs d'État d'accord. Il a fait beaucoup de diplomatie souterraine aussi pour réconcilier les chefs d'État. Oui. Et même quand il y avait déjà au Mali, par exemple, un grand différend qui durait plus de 100 ans OK. entre des frères ennemis, entre les Cissé, les Tal et les Kunta. Et vous savez, il y a une fête du Sigui au Mali qui est par les Dogons. Et quand le Ogon rentre en retraite, quand il ressort... Le Ogon, c'est un masque? Non, le Ogon, c'est le prêtre, le grand OK. prêtre, le OK. grand maître d'initiation. Quand il sort de sa retraite, il fait des révélations. Et il avait dit que le Mali était frappé sous le coup d'une malédiction. Et que tant que les 3 frères ennemis ne se réconcilieraient pas, que ça n'irait pas. Oui. Et donc, parce que lui, il a cette double culture, comme on a dit. Donc, il a entrepris sur la foi de cette déclaration de faire la diplomatie souterraine pour tenter de réconcilier. Et il y est parvenu. Et en 78, il y a eu cette grande réconciliation entre les Tal, les Cissé et les Kunta. Et le président Moussa Traoré était venu. Il a pu régler ce conflit-là. Lorsqu'il y avait des différends entre les agriculteurs et les éleveurs, ils venaient sur la base de leur culture. C'est là qu'on peut sensibiliser. Oui. On va chercher souvent des armes ailleurs, mais on ne peut pas changer les mentalités. Oui. Mais sur la base de leur culture, il arrivait à les sensibiliser et à les mettre face à leurs responsabilités, de leur faire prendre conscience. Et cela aboutissait, forcément. Même on va faire des accords de ceci, de cela. Mais non, il avait cette arme redoutable. En attirant, en faisant prendre conscience des gens, en posant les situations et en regardant ce que ça allait venir. Et c'est ce qu'il disait. Il dit, dans chaque période, je crois que c'est chaque 36 ans, on est sous l'influence d'un astre. Il y a eu Mars, et dans le temps de Mars, c'était vraiment Mars, c'est la guerre, les révolutions, oui. la guerre, et après on est passé à la planète Lune. Oui. Et chaque planète, il y a des influences, il y a des... Et ça, ce sont des réalités qui existent. Oui. Il donne... c'est quelqu'un qui demandait c'était Esaïe Bitton dans une interview qui demandait à Hampâté-Bâ est-ce que... Isaïe Bitton Koulibaly. Oui. Paix à son âme. Est-ce que Houphouët croit au fétiche? Il dit qu'il croit au fétiche, qu'il ne croit pas. Il dit, lui, il va prendre l'exemple de Churchill. Il dit donc, Churchill, quand il devait aller combattre Hitler, il a fait venir des grands occultistes qui sont venus pour regarder les différents schémas, ce qui allait se passer. Alors, quand on lui dit, mais toi, tu crois à ça? Il dit, non, moi, j'y crois pas. Mais Hitler, si. Et il dit, l'histoire... C'est la manière de combattre Hitler. L'histoire a donné raison à Churchill, Oui. qui n'a jamais pu être combattu par Hitler. Mais c'est de dire qu'on a des croyances. On n'a pas dit de s'enfermer de manière béate, C'est ça. mais de mettre tout un ensemble, mais dans la trajectoire, dans la vision d'une paix. Parce que c'est ça la finalité. Sinon... On peut aboutir à la paix, à la stabilité, à la cohésion en se plongeant dans nos racines culturelles, au-delà de la solution, des solutions militaires, des armes. On oublie souvent que la solution peut se trouver dans les fondements de nos racines et de nos cultures. Et je pense que c'est ce que ton père a voulu faire
durant ces nombreuses années. Et c'est que des valeurs de paix. Parce que dans la conception négro-africaine du cosmos, tout pouvait cohabiter. Il y avait des équilibres qu'il fallait maintenir, qu'il fallait respecter. Même la pierre avait le droit. Tu vas couper un arbre, tu demandes pardon à l'arbre, tu lui expliques pourquoi tu fais ça. Tu ne vas pas marcher même. Mais dans les cultures, dans certaines cultures asiatiques, comme même en Corée du Sud, ça je l'ai observé. En tout cas, quand j'y suis allée, je voyais qu'il y avait des pansements autour de certains arbres dans la deuxième ville du pays, Busan. Wow, et je voyais en me baladant au bord de l'hôtel et tout, beaucoup d'arbres où il y avait des pansements. Wow. Donc je demandais, mais pourquoi on met des pansements sur certains arbres? Pourquoi il y en a autant et tout? Non, que c'est une manière de les soigner. On leur parle, on les soigne. Parce que pour nous, les plantes, notre écosystème est important. Donc, dès qu'on doit faire quelque chose sur un arbre ou un arbuste, lorsqu'on a retiré quelque chose, on met un pansement pour demander pardon. Voilà. Et donc, vous voyez l'universalisme de tout cela. On a ça. Oui. Il dit que lui n'est pas contre le progrès. Il dit, mais si l'Afrique doit procéder à des tris, qu'on ne prenne pas les meilleurs de nos valeurs. Bien sûr. Donc, la culture, au gisement des civilisations africaines, c'est des valeurs essentiellement d'humanisme, de paix. C'est-à-dire, on témoigne les salutations. Oui. Par exemple, en langue Peul, on dit « Jamwali ». As-tu dormi en Peul? L'autre va répondre « Jamtan ». La paix, rien que la paix. En langue Bambara aussi, « Heresira ». Tu as dormi avec la paix, rien que la paix. Donc, on avait conscience qu'il y avait ça et qu'il fallait justement ne pas perturber cet équilibre-là, préserver ça. Donc, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de rituels, mais qui sont des vases essentiellement sacrés. Là, par exemple, quand le forgeron traditionnel rentre dans sa forge, avant de commencer son travail, il va faire des litanies, réciter des litanies, se purifier, être en harmonie, etc. Il va confier sa mission à Dieu. Et pour lui, il est censé procéder à une création miniature de la nature et apporter à sa communauté. Mais nous, on est devenus trop individualistes. Est-ce qu'on pense à ce que nous, on peut apporter à notre communauté? Parce que des personnalités comme Hampâté, qui sont devenues des personnalités historiques, mais ils ont pensé aux autres, à leur communauté, comment les aider, Mais c'est ça qui font qu'ils sont rentrés dans l'histoire. Mais si tu fais qu'à ton propre niveau, les autres, je m'en fous, mon continent, si c'est pas... Il faut penser maintenant, c'est des grands ensembles. Pour ne pas être juste de passage sur Terre, il faut penser communauté, à ce que tu peux léguer aussi à ta communauté. Exactement. Et pour parler de ça, vas-y. C'est pour ça que je salue les actions bénéfiques que tu es en train de mener, l'éveil de conscience auquel tu te consacres et qui n'est pas seulement dans le buzz, mais c'est-à-dire ce qui sous-tend le but ultime que tu recherches auprès des autres, qui font qu'on te suit, qu'on t'écoute, parce qu'il y a un intérêt, c'est d'un certain niveau. Et c'est de ça dont on a besoin. On ne peut plus se contenter de rester dans son coin. Voilà, d'être des objets, de ce truc, de complexe, d'être là dans des frustrations qui n'en finissent pas, dans des accusations. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des choses, il y a un système qui est établi, on veut bien les changer, mais c'est pas en un coup. C'est travailler ensemble, en fait. Exactement. Pouvoir travailler ensemble et penser communauté pour quand même, à un moment donné, ne plus être ce continent qui tend la main, qui demande et qui oublie qu'il a énormément de richesses à sa disposition. Exactement. Et l'apport de l'Afrique est inestimable dans la culturation mondiale. Et donc, on va nous dire, vous êtes des rêveurs. On pense que c'est plus facile d'aller prendre des mitraillettes, tuer les gens, casser des maisons, dans des trucs, même s'il y a des raisons, etc. Eux sont des rêveurs. Bon, nous, on a envie de garder notre argent. Ce sont les rêveurs qui changent le monde, on oublie ça souvent. Alors qu'on dit qu'on ne sait pas
comme dans la lettre à la jeunesse d'Ampateba, de quelle action la plus modeste Oui. peut naître l'événement qui va changer la face des choses. Mais si nous, on n'est plus humain, qu'on n'est plus sensible, à quoi ça sert? Parce que Empathie disait qu'il y a 3 folies. Il dit celui qui n'a rien, qui n'a pas pensé qu'il aura quelque chose, et lorsque ça lui tombe dessus comme Il n'est ça, pas prêt. il devient fou. Mm. Il dit celui qui a tout et qui perd tout, il devient fou. Ouais. Et puis l'autre catégorie, il dit c'est les 3 sortes de folie. C'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. Ouais. Il y a des gens, dès qu'ils sont nommés même directeurs, là, Ils deviennent fous. leur démarche va changer. Ça a changé, la manière de raisonner a Je changé. vais dire que... Mais il dit parce que le vrai caractère d'un homme est caché sous ses aisselles. Mhm. Faut qu'il accède au pouvoir, alors que on peut avoir tout ça, garder son humilité, sa simplicité, et qui va faire que on devient beaucoup plus grand. Oui. Et des personnalités comme Empathé, je l'ai jamais vu se vanter. Oui. C'était toujours dans sa petite cotonnade. Il arrivait des fois même que des gens viennent pour lui demander après M. Empatéba lui-même. Il ne le reconnaissait pas tellement. Il y Il a un était... monsieur qui est arrivé, il dit, voir M. Empatéba. On dit, allez, il est dans le salon. Et puis Oui. là, il dit, oui, bonjour monsieur, je viens voir M. Empatéba. Il dit, oui, prenez place. Il dit, je dis, M. Empatéba. On dit, oui, prenez place. Et à l'issue de leur discussion, il lui dit, vous êtes bien, monsieur Empatéba. Parce que pour lui, c'était tellement facile. C'est ça. Pas de trucs. Il était tellement accessible. Accessible. Ouais. Il était sans façon. Il n'a pas de problème. Vraiment, le président de la République va venir, il le considère à la même enseigne que les autres visiteurs. Les autres visiteurs, mais vraiment. Et puis, c'est pas que des mots. Il est comme ça. Moi, c'est pour ça que ça force le respect. Et quand il va même t'inculquer des valeurs, je le dis souvent, il ne nous tape pas, il ne nous a jamais tapé, mais il va nous dire, par exemple, il dit, mes filles, il dit, à vous de choisir. Si vous voulez faire de votre corps un dépotoir où tous les hommes viennent y déverser leur saleté, ou un réceptacle saint où Dieu vient s'y exalter, à vous de choisir. Oui. Je dis donc, il dit, j'ai pas peur de la mort. J'ai peur de la honte. Ouais. Il dit, ne me salissez pas. Ouais. Attends, pour tout ce que lui, il a fait, pour l'honneur qu'il a donné à la famille, pour le truc. Donc, c'est un devoir. Moralement, il y a certaines choses, mais tu peux pas. C'est un devoir. Tu peux pas devenir une poubelle. Il dit des potoirs, a fortiori des toilettes. Exactement. Donc, il faut qu'on tire l'attention. Donc, on a envie, nous aussi, de transmettre. De partager ça avec nos jeunes sœurs qui sont à la recherche d'elles-mêmes, partager un peu le peu qu'on a reçu, si ça peut contribuer aussi à les aider un peu pour ne pas se laisser se perdre. Voilà, ébahir par tous ces trucs, mais qui ne sont que des mirages. Exactement. Qui ne sont que des mirages éphémères. Est-ce que tu parles de transmission, ça sera ma dernière question, hein, ou l'avant-dernière. Tu transmets également l'héritage de ton père à tes enfants? Tu en as combien? Alors, je suis la maman de... Je suis un peu embêtée de le dire parce que j'ai tellement d'enfants. Bon, tu peux citer déjà ceux que tu as sortis de ta matrice et aussi après les autres. C'est une question qui fait sourire. Oui, parce que j'ai beaucoup d'enfants. C'est difficile de dire bon, on peut laisser même le nombre, si tu veux. On peut laisser le nombre. Parce que déjà, ce qui me vient à l'esprit, parce que bon, ma sœur Yamousso, qui était... on avait une relation fusionnelle, et parce que même de son vivant, la fille unique qu'elle a eue, elle me disait, c'est ta fille à toi, c'est pas ma fille. Donc moi, avant que j'ai des enfants, j'avais déjà une fille. Sa photo qui était là et tout. Donc, tu en as plusieurs. Donc, elle, c'est déjà la première et toutes les filles de... Mais en tout cas, j'ai eu la joie d'être mère aussi, biologique. Et j'ai eu la chance de donner le nom de ma mère et de Réane Doucouré, une dame que j'aime beaucoup, qui m'a assistée.
donc qui porte le double nom. Et puis, un petit, enfin petit, qui a quand même 18 ans, qui porte le nom de son grand-père, Amadou Hampâté-Bâ. Ça doit être, pour eux, hein, une fierté donc d'être issus de cette grande famille, d'avoir un si grand patriarche avec une renommée mondiale et une telle sagesse. Comment ils le vivent au quotidien dans leur, on va dire, avec leurs amis, dans leur travail, à l'école, ce genre de choses? Inversement apprécié. Enfin, C'est une responsabilité lourde à porter. oui, ils se disent que bon, ils regrettent de l'avoir pas connu déjà. Oui. Parce que moi, c'est la fille des vieux jours. Et puis, mon fils qui porte le nom, lui, il est souvent... il est arrivé qu'on lui demande, oui, est-ce que... carrément, quoi. Est-ce que vous avez quelque chose à voir avec le grand monsieur et tout? Vous connaissez son œuvre et là, récemment, il vient d'aller au Canada pour son année. Et il m'a envoyé le screenshot de son cours. Et c'est sur Hampâté-Bâ. Wow. Alors que il dit maman. Il s'appelle Amadou Hampâté-Bâ aussi. Oui, mais il n'a pas dit ça à son prof. Il me dit, on est au programme cette année. C'est Hampâté-Bâ qu'on a au Canada. Et à chaque fois, il dit, maman... Bon, ils sont un peu jaloux. Mon fils, il est un peu jaloux. Il me dit, il y en a que pour ton père, tu le vis que dans son souvenir. Il y en a que pour la fondation. Tu es à la fondation du matin au soir. Et donc, tu as très peu de temps pour moi. Donc, il est content en même temps que je fasse ça. Mais il a l'impression que ça le rattrape, en fait. Ça l'a rattrapé jusqu'au Canada. Il est un peu jaloux, mais il est fier de porter ça, c'est sûr. Et ma fille, elle m'aide beaucoup dans ce que j'entreprends. Elle est née en 96. C'est déjà une grande jeune fille qui commence à vraiment prendre conscience de cette œuvre-là. Elle me comprend, elle me dit, mais maman, quand même, prends un peu de temps pour toi. Dis, tu ne vis, tu ne respires que par ton père. Vis un peu pour toi. J'ai dit, mais écoute, lui, il a consacré sa vie à produire parce que les œuvres publiées ne sont rien. On a plus de 300 conférences déjà recensées, des documents historiques. C'est des centaines, des milliers... des milliers de documents. Et on bénéficie de l'appui de l'UNESCO, des archives nationales de Corée, de personnes aussi, Nabil Adjami. Il y a des professeurs éminents qui nous accompagnent aussi, dont le professeur Biaka Zasseli, le professeur Yacouba Konaté, le professeur Nyamke Kofi. Si je veux en citer, Est-ce que toute personne peut accéder en ce moment à la fondation qui se situe à Cocody, Danga? Est-ce qu'on peut y accéder librement déjà? Et est-ce qu'on peut accéder également aux œuvres d'Amadou Hampâté-Bâ à partir de cette fondation ou en ligne? Pas encore. D'accord. On est dans phrase. Le travail est vraiment minutieux. Les documents sont sur des supports très fragiles. Oui. Très, très fragiles. Donc, c'est un travail de fourmi. Le travail est en cours, mais c'est la finalité qui sera... Donc, c'est le lieu de remercier l'État de la Côte d'Ivoire qui a soutenu l'effort de création de la fondation depuis 2002 et en 2013. Le président Alassane Ouattara la reconnaissait comme association d'utilité publique. Excellent. Donc, on a ça et on bénéficie aussi de l'appui de l'UNESCO. Mais l'œuvre est gigantesque. Oui. Il y a des appuis, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir mener à bien. Donc, tu peux faire un appel, hein? Oui, absolument. À toute personne. Et cet appel à s'engager avec la Fondation n'est pas forcément pécunier, mais aussi avec des savoir-faire, chacun à son niveau, parce que ce patrimoine, on l'a en commun. Oui. Et donc, nous, on a mis la graine en terre, ça commence à germer, mais pour qu'elle puisse fleurir et atteindre les cimes qu'on aurait souhaité, on a besoin du concours de tous, qu'on soit fédérés autour d'un lieu commun et à côté de nos politiques. Parce que moi, je ne suis pas du tout dans la politique. Je n'ai jamais pris une carte de parti. Je regarde ça
à distance un peu parce que je suis trop entière aussi. Et donc, j'admire ceux qui ont. Je veux avoir la liberté pour marcher Développer, oui, dans l'œuvre. ce que le père a laissé. Donc, il faut un endroit neutre Oui. où chaque dimension peut se trouver. Et d'ailleurs, c'est un peu cette vision-là et de ce que la Fondation même a bénéficié parce que depuis le président Félix Houphouët-Boigny, en passant par le président Bédier, Mhm. le président Gbagbo, Mhm. pour arriver au président Ouattara, Mhm. tous ont soutenu la fondation dans sa mission parce Oui. qu'on est apolitique, il n'y a Mhm. pas eu de considération, genre, voilà, donc ça peut être vraiment un instrument d'unité nationale, Oui. d'unité sous-régionale. Oui. Donc, je dirais Donc, on appelle qu'à à toutes les côté, entreprises aussi, hein, oui, je les dirais qu'à privés. côté de Mhm. l'AES, de la CEDEAO, il y a la fondation, il y a Oui. les écrits Oui. dans Pateba qui peut vraiment mener cette médiation Oui. pour essayer à travers les messages, parce que même s'il n'est pas là physiquement, il a laissé des paroles fortes, il a laissé des modèles et qu'on doit pouvoir exhumer. Et je suis sûre qu'on arrivera à trouver des solutions pour que eux aussi, d'outre-tombe, ils se disent que les acquis, les actions que nous avons posées ne sont pas en train d'être détruits, mais qu'on va encore se retrouver autour de l'essentiel, à savoir de bien bâtir cette fraternité humaine qui est notre moyen de survie. Est-ce que les œuvres sont numérisées? En ce moment, Le travail continue de numérisation? nous avons 180 000 pages numérisées. 180 000 pages numérisées, Ouais. c'est déjà énorme. Ça veut dire que c'est pas tout qui a été numérisé, mais 180 000. Ça ne correspond même pas à 1/1000. Ça ne correspond même pas à 1/1000 des œuvres d'Amadou Pateba. Ouais. Oh là là, waouh. C'est ce que le professeur Zadi, en regardant les Excusez-moi de manuscrits. siffler parce que je suis dépassée. En regardant les manuscrits, il dit, mais comment on peut produire autant dans une vie? Il dit, on fait un livre, 2 livres, 3 livres. Il dit, mais Déjà, moi, on a épuisé 2 livres, 3 livres. il dit de combien d'heures se composait? Parce que justement, toujours Biton Koulibaly, parce qu'on a des interviews inédites, parce qu'il a titillé Oui. sur beaucoup de questions. Où, J'aimerais bien les relire, ces interviews avec Isaïe Biton Koulibaly. C'est 2 grands hommes quand même. Ouais. Et bon, il a osé certaines fois, mais le papa, il a quand même tout répondu. Oui, il a esquivé un peu, oui. Il dit, non, il répond. Ah, il répondait, ok. Mais avant de répondre, il allume un peu. Ok. Il le tape un peu. Parce que, par exemple, il lui demande, Monsieur Ampateba, combien de femmes avez-vous et pourquoi vous les avez épousées? Tu vois, donc, et puis, il lui pose des questions. Il lui dit, entre la blanche et la noire, quelle est la plus belle? Tu vois, donc, il posait des... Isaïe Biton. Il posait des questions comme ça. Mais je pense que c'était plus la provocation. C'est ça, bien sûr. Qu'autre chose. Il était provocateur parce aussi. Parce que là, il lui disait, mais arrêtez de me poser des questions de cette nature. Ouais. Il dit, il y a la beauté, il y a le charme. Il dit, il y a des miss de toutes les couleurs. Donc, et puis, il demande, il dit, vous me posez la question, combien de femmes? J'ai dit, c'est les questions que les jeunes doivent éviter de poser aux vieux lorsqu'on leur rend des visites de courtoisie. Il dit, vous répondrez que votre père est mieux placé que lui pour répondre. Il dit, mais comme il a décidé de se mettre à son niveau. Il dit, voilà, il dit, sinon, tout ce qui touche à la vie intime en Afrique est sacré. Il dit, sinon, c'est de dire, enlève ton pantalon pour voir comment tu es constitué. Il avait des réponses fortes, hein. Et donc, il lui disait aussi, mais qu'est-ce qu'il pense de ces jeunes filles qui aiment les luxe et qui se décolorent et tout? Il dit, mais les jeunes hommes ont tort de reprocher ça aux jeunes filles parce que c'est ce qu'eux-mêmes ils veulent. Exactement. Et elles font ça pour leur plaire. Donc, essayez de balayer devant votre propre porte d'abord. Il était un peu féministe. Lui, il était... Je me souviens qu'un jour, il a dit, j'ai pas des fils, j'ai des filles. Oui. Il était pour, mais vraiment... la promotion du droit des femmes. Oui. Il était pour le fait que les filles
aillent à l'école à la même enseigne que les hommes. Oui. Et ce qu'on parle de masculinité positive, là, lui, il était déjà ça. Oui. Et déjà, il avait compris que certaines pratiques, notamment de l'excision, n'avaient pas leur raison d'être. Ouais. Donc, il s'est dit qu'il faut s'adapter. Donc, c'était quelqu'un de vraiment qui se mettait au-dessus de ça. Et surtout, en plus de l'histoire, littérature, il nous donne vraiment une image de la femme dans l'Afrique antécoloniale, cette femme source de vie. C'est ainsi qu'il nous montre qu'il y a 3 périodes dans la femme traditionnellement. Il y a la période pré-embryonnaire qui est de 132 jours, la période embryonnaire qui est de 132 jours aussi, et la période de conception qui est de 6 jours. Donc, 6 jours, ok. Et il t'explique que la matrice de la femme mère est considérée comme un laboratoire divin dans lequel Dieu même œuvre. Oui. Et que la femme, source de vie, c'est elle qui tient le foyer. Il dit à l'époque, toutes les grandes décisions concernant les femmes étaient prises par les femmes elles-mêmes. Oui. Par exemple, dans la culture Peul, il n'y avait pas de violence physique. Lorsque le mari était mécontent de sa femme, il prenait un bâton, il tapait sur la chaume de sa case. Et pour elle, c'était déjà... un signe. Et donc, même quand le grand conquérant El Hadj Omar revenait de la Mecque, et quand il arrivait à Ségou, le roi Tchefolo voulait le tuer. Et c'est sa sœur qui l'en a dissuadé. Et il respectait les décisions de sa sœur. Et il s'est même converti ensuite. Il a laissé ses pratiques Bambara et tout ça. Où il dit que... Et lui-même, il avait un respect pour sa mère. C'est-à-dire qu'il arrivait, paraît-il, que jusqu'à un âge élevé, sa mère qui le gifle. C'était une femme qui n'était pas une fétue de paille. Hein. Oui. Et quand sa mère se fâchait contre lui comme ça, qu'il le tape, il s'agenouille, il prend par les pieds. Il dit « Pardon, maman, de t'avoir énervé au point que tu sois à ce niveau-là. » Et il a fait un poème pour sa mère. Il dit « Bonne ou mauvaise, mon Dieu, fais-moi aimer ma mère. » Il dit « Cache à mes yeux ses défauts et épanouis en moi ses qualités. Donne-moi la force de soigner ces vieux jours comme elle a soigné mes premiers. » Oui. J'aime ma mère, j'aime ma mère, j'aime ma mère. Donc, et c'était ce respect pour la femme qu'il avait. Si aujourd'hui, moi, je suis responsable d'une fondation, c'est déjà sa vision qu'il avait de la femme capable de tenir un foyer, souffler le feu du foyer, mais aussi de prendre des décisions. De tenir la société, de prendre des décisions dans la société. D'impacter, tu vois. Et des décisions politiques même dans la société. Il était ça, c'est pour ça qu'il disait que le devenir de l'Afrique et du monde sont dans les entrailles des femmes. Ouais. Il dit quand les femmes veulent, les hommes suivent. Elles sont inarrêtables. Elles sont inarrêtables. Et je vais te donner le dernier mot rapidement avant de conclure. Te dire déjà merci. Merci pour ce temps que tu m'as accordé, que tu nous as accordé, que tu as accordé à mes abonnés. C'est inestimable. Voilà. Je vais le dire ainsi. C'est inestimable. Tu viens de poser un geste pour la postérité. C'est imprimé dans le marbre comme ça, dans le marbre de l'éternité, on va dire de cette manière. Et j'espère que vous avez énormément appris. Je pense que c'est même pas 1/1000 des choses qu'on peut dire sur le grand Amadou Hampâté-Bâ, ton père. L'inspiration de toute une génération, de plusieurs générations à venir, qui a marqué son temps, qui a marqué l'Afrique, qui a marqué le monde et qui continue d'être étudié ici et ailleurs. Et quand je vois que l'un de tes enfants, en ce moment, a au programme, en plus, ton enfant qui porte le nom de son grand-père, qui étudie en ce moment au programme au Canada dans une université, Amadou Hampâté-Bâ, le symbole, il est fort. Merci encore pour tout ce que tu as pu partager.
Je pense que je vais te réinviter pour parler d'autres aspects encore, parce que là, on a parlé de femmes. Quand on parle de femmes, de féminité, de féminisme, ça me parle. Et plein d'autres aspects. Et te demander rapidement, si tu as prévu aussi de sortir un livre ou des écrits, ou si tu l'as déjà fait. Est-ce que c'est en projet? Et ton dernier mot avant de conclure? Je ne l'ai pas encore écrit, mais ça me poursuit. J'imagine. Parce que Amadou Hampâté-Bâ disait que dans ce siècle, tout s'écrit et ceux qui n'écrivent pas voient écrire pour eux et parfois contre eux. Ouais. Et je pense que ce devoir s'impose un peu à moi pour partager ma petite expérience et ma sensibilité, parce que j'ai eu une relation fusionnelle avec un père biologique, et ensuite je suis devenue un élève chercheur sur la trace d'un maître, un maître qui me parle au quotidien. Et ça fait 33 ans qu'il est parti, mais pour moi, c'est comme si c'était hier. Et je peux même dire qu'il vit en moi, parce que je ressens toutes les actions que je pose, les pensées que je développe. Je veux toujours rester dans la ligne d'un maître spirituel qui m'a forgé, et de mon côté aussi essayer de transmettre le peu que j'ai reçu. Et c'est ce qu'il disait. Il dit qu'il ne veut pas être comme ce vieil homme qui est parti à une activité où on devait payer des cotisations. Et il a refusé de payer la cotisation. Après, on lui a dit, dis-nous quelque chose. Il dit, il n'a rien à dire. Dis donc, au moins, quand tu n'as rien à donner, il faut pouvoir dire quelque chose. Donc, je pense que je vais penser sérieusement à le faire bientôt. Inch'Allah. J'ai hâte de te lire. Et pour le mot de la fin, je dirais que Amadou Hampâté-Bâ a parlé hier. Il continue de nous parler encore et toujours, parce que c'est un visionnaire et sa pensée demeure d'actualité. On peut aussi trouver vraiment des réponses multiples à tous les défis qui nous assaillent, tant pour la jeunesse, pour la femme, pour le dialogue des cultures, pour le dialogue des religions, pour les décideurs politiques. Comme on a dit, on a la chance d'avoir ces écrits-là. Peut-être qu'on n'en parle pas assez pour que les gens le sachent. Donc vraiment, ce message d'hier qu'il a accumulé pour la postérité, de nous aider à pouvoir le sauvegarder et le transmettre. Et comme il le disait, dans la vie, la plus grave des injures, notamment en Afrique, qu'on puisse dire à quelqu'un, c'est ignorant d'un bienfait. Donc, c'est le lieu pour moi d'exprimer ma gratitude infinie à tous ceux qui nous accompagnent dans ce processus, au Mali qui a accueilli sa naissance, et à la Côte d'Ivoire, sa terre d'adoption, qui accueille sa sépulture dans ses entrailles. Il est enterré à Williamsville. Williamsville, ok. Et donc, la fondation aussi, c'est dans le prolongement de cette union, de cette unité Mali-Côte d'Ivoire. Et je forme le vœu et je reforme le vœu ardent pour que Amadou Hampâté-Bâ puisse reposer en paix, que ces deux pays se retrouvent dans une Afrique unie et intégrée. Puisse Dieu mettre sa main. Et merci à vous qui me donnez la parole. Et merci à tous ceux qui nous écoutent. Que Dieu te bénisse, qu'il t'ouvre toutes les bonnes portes et qu'il continue de t'inspirer dans ta mission. Je ne sais pas comment terminer cet épisode, parce que moi-même... On est nés en mars toutes les deux, ou bien? Moi, je suis née en janvier. En janvier, parce que j'avais pas qu'on est de mars. On partage la même sensibilité. Bon, là, c'est... Je vais vous dire au revoir. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Ciao, ciao.